Jérôme de Coinalist. Salut, salut. Alors, eh bien, écoute, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer un peu ce que tu fais et qui tu es. Allez, c'est parfait. Alors moi, c'est Jérôme de Coinalist. Donc, Coinalist, c'est un magazine crypto où on va partager de l'actualité, que ce soit crypto, NFT, Play to Earn, etc. Ça a été lancé donc il y a un peu moins d'un an, en avril 2021. Et voilà, on publie quotidiennement des articles sur le domaine de la crypto. Alors, là, je partage Voilà. mon écran. On peut te trouver sur Twitter. Est-ce qu'on peut te trouver ailleurs? Oui, alors on a le site internet www.coinalist.io. Donc là, ça recense tous nos articles, guides, etc. Après, il y a le Twitter où il n'y a pas que les articles. De temps en temps, il y a des réflexions aussi sur la crypto. On a aussi un chat pour nos utilisateurs sur Discord. Et après, on peut nous retrouver sur d'autres réseaux sociaux, mais le site, Twitter et Discord, c'est là où on est le plus actif, quoi. D'accord, parfait. Alors, eh bien, écoute, tant mieux. Comment ça t'est venu cette idée de créer euh, cette... En fait, c'est juste dans le monde de l'art crypto, comme je cherchais au fur et à mesure des infos, etc. Réellement, il manquait plus que à le taper, on va dire, et on pouvait le retranscrire et le partager à plein de Français, quoi. Parce que même si à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de magazines crypto, etc. Si on regarde à la scène internationale, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus documentés que nous. Il y a beaucoup plus Du coup, voilà. d'anglais et c'est vrai que les francophones ne sont pas forcément très bons en anglais. Voilà. Et même niveau des, pas, pas tous, mais en général, on retrouve aussi du meilleur contenu à l'international. Je Est-ce ne que, sais pas pourquoi, mais est-ce que ça t'arrive de traduire, par exemple, des informations que tu vas chercher puis que tu finis par traduire ou tu fais juste transmettre l'information? alors au niveau de la rédaction d'articles, donc il y a moi qui m'en occupe, mais je suis pas le seul en fait. On a deux autres rédacteurs. Donc pour certains articles, c'est moi qui vais leur demander d'écrire sur tel ou tel sujet, mais ils sont aussi indépendants et s'ils ont envie d'écrire sur quelque chose qui sont tombés dessus, une actualité, etc., ils sont complètement, ils font ce qu'ils veulent à ce niveau-là, quoi. Et tout ça Donc et tout ça est mis sur votre Twitter et vos deux autres réseaux sociaux, en fait. voilà, c'est ça. Donc au niveau des sources, quoi, ça peut être des sources anglophones comme des sources françaises, hein. D'accord. Mais je veux dire, vous réécrivez tout ou ça peut arriver que parfois vous prenez juste un média, un article qui a bien été fait, puis vous le traduisez simplement en français Ah ou non, vous non, refaites non. des recherches derrière et tout ça? Non, non, on refait plusieurs recherches. On va pas se baser sur un article qu'on a vu sur un site, en gros. D'accord. Grosso modo, quand on a la recherche, qu'on pêche les infos, quoi, on trouve une info intéressante sur un Twitter ou sur un site internet, et après, on va creuser profond. On va pas que regarder sur ce Twitter ou sur ce site internet, quoi. On va chercher sur la toile. Parfait. Bon, bah, c'est super. Voilà. Alors, ça, c'était une bonne Et introduction. oui. Et, oui, c'était une bonne Ah, ben introduction. nickel, tant mieux. Parce que du coup, je t'ai fait passer en premier sur le sommet. Pourquoi? Parce que justement, j'aimerais que tu m'expliques euh, un peu finalement tout ce qu'on va voir par la suite ces 2 prochains jours. Donc, du coup, eh bien, je vais te laisser la parole. Je vais juste te poser 2, 3 questions, puis tu vas beaucoup mieux faire que moi. Eh ben, je t'écoute. La première question que je vais te poser, c'est, donc selon ton expérience, quels sont les différents secteurs du moment, à ton avis? Quels sont leurs enjeux? Qu'est-ce qui marche le mieux? Pourquoi? Faire une petite présentation Alors, tout de suite de la scène des c'est cryptos. c'est une question un peu compliquée parce Oui, qu'on va dire, je vais y répondre là, au moment T, mais ça se trouve que dans 2 heures, en fait, ce secteur, ça y est, c'est cassé la gueule. On va dire parce que dans la crypto, il y a beaucoup à la hype, en fait. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de projets, ils ne tiennent pas forcément la route. Mais avec les hypes, au final, on voit que les gens, ils arrivent à s'en sortir, quoi. Certains non, certains oui. Et, et du coup, on a retrouvé plusieurs hypes. Donc, il y a eu plusieurs secteurs. Il y a les secteurs des cryptos. Sur, sur 2 ans, il me semble, on a eu la hype de la DeFi avec la Binance Smart Chain. On a vu plein de tokens sortir. Ensuite, on avait tout ce qui est pour sécuriser le réseau, on va dire.
Donc, tout ce qui est mineur, masternode, etc. Là où on peut quand même s'en sortir, quoi. Un système d'argent aussi pour sécuriser donc, le réseau, il y a le stacking qui sert aussi à l'utilisateur. Donc voilà, comme on peut voir à l'écran, donc il y a le proof of work et le proof of stake qui sont deux processus, on va dire, différents pour sécuriser le réseau. Donc le proof of work, c'est vraiment de quoi les mineurs ils se basent avec des grosses puissances de calcul, là où le proof of stake demande moins de ressources en fait. Voilà, donc gros pour faire. Pour ceux qui connaissent vraiment rien du tout au crypto, puis qui arrivent sur cette chaîne et qui vraiment ne savent même pas, là ils sont déjà, ça fait 3 minutes que ça a commencé, ils sont déjà perdus. Est-ce que tu peux expliquer, pourquoi on parle de ça finalement? C'est-à-dire que là, je te demande de m'expliquer quels sont les secteurs qui marchent le mieux. Donc, tu m'as expliqué. Mais qu'est-ce que le proof of work et le proof of stake vient faire là-dedans? Quel est le rapport avec les crypto-monnaies finalement? Pour tout ce qui est sécurité vraiment de la blockchain, on a plusieurs processus pour sécuriser cela en fait. Donc, il y a deux manières. Globalement, c'est le proof of work et le proof of stake. En fait, c'est deux systèmes qui vont permettre aux cryptos d'être échangés de manière sécurisée, tout simplement. D'accord. Donc, sans ça, il n'y a pas de crypto finalement. Non, sans ça, il n'y a aucun échange en vrai. Mais pour faire simple, on peut voir le proof of work ou le proof of stake comme un carnet comptable en fait, où on met les transactions et qu'elles sont retranscrites et partagées sur tout le réseau. Et chacune des proof of work ou proof of stake est une façon de sécuriser différente d'écrire dans le carnet finalement. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent rien à ce qu'on est en train de dire, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça dans le week-end avec des vidéos vraiment ancrées sur le sujet. Ensuite, donc on parlait des hypes. Est-ce que tu peux me parler des NFT? Parce que ça, c'est une belle hype quand même. Oui, alors on a pu constater une belle hype autour des NFT depuis à peu près un an et demi, on va dire, mais elle existait bien avant. Donc, ce hype-là, on l'a bien suivi sur Twitter. On a pu voir que pas mal de projets ils ont explosé, tout simplement dû au fait que ça soit la hype. Après, je ne vais pas forcément juger tel ou tel projet, mais c'est pas sur ce que les gens. Soit c'est mal compris, c'est-à-dire que le public, en général, ils vont penser directement aux œuvres d'art, alors que c'est pas. On va dire que c'est pas l'œuvre d'art, les NFT. En fait, la techno qu'il y a derrière, c'est vraiment ce qu'il y a pour la propriété. En gros, ça peut être une propriété justement d'une œuvre d'art, une propriété d'une maison, des places de concert. En gros, c'est ce qui va, comment le dire, c'est ce qui va approuver qu'on est propriétaire de quelque chose. Donc ça, c'est à nouveau. Quand il y a eu la hype, ça a bien explosé. D'ailleurs, on voit encore des images vraiment chères, mais c'est pas encore utilisé c'est pas utilisé comme il faut encore, on va dire. Oui. Les NFT. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire les NFT, ça date de 2014, mais on n'a pas vraiment compris tout de suite l'utilité parce que, comme tu dis, c'est tout de suite, on est passé sur des collections d'art de NFT qui se vendaient. Attends, j'ai mon écran qui me bloque. Donc, avec les CryptoPunks et puis les singes, les Bored Ape. Mais ça n'a pas vraiment d'utilité. Finalement, c'est juste des projets artistiques et c'est de la spéculation complètement. On verra tout ça ce week-end. On va expliquer tout ça. Mais je suis assez d'accord avec toi que finalement, les NFT, pour le moment que c'est tellement jeune, on n'a pas encore bien compris toute l'importance qu'on pouvait faire avec un NFT et à quel point ça va remplacer notre futur, notre avenir, parce qu'on peut mettre tellement de choses là-dedans. Comme tu dis, un NFT, c'est unique. Donc, il n'y a qu'un seul propriétaire qui peut en avoir. Je veux dire, à l'utilisation tous les jours, le NFT, c'est ce qu'il y aura de plus sécurisé. On va prendre encore le plus simple, les œuvres d'art. Si moi, je possède
un tableau, admettons, sous forme de NFT, on peut dire que ce tableau, d'une part, c'est un vrai, c'est pas une copie, et en plus, il m'appartient bel et bien. Parce qu'il y a aussi je parlais que de la propriété, mais il y a aussi le côté de l'authentification. Mais là, dans les NFT, c'est vrai que ça a été une grosse hype. Ça a donné lieu après à une autre hype, qui est la hype des play to earn. Parce que justement, dans les play to earn, c'est des jeux vidéo en fait. Et dans ces jeux vidéo, ils allaient mêler la crypto, la blockchain avec les jeux. Comment? Ben, grâce au NFT en fait. Par exemple, ça crée un personnage dans le jeu, quoi. Certains Voilà, là, je personnages vois ou qu'on comme va sur Star Atlas, par exemple. Il me semble que voilà, ça en est un. c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer pendant que tu parlais. Effectivement, Star Atlas en est un avec des vaisseaux spatiaux qu'on peut acheter qui sont des NFT, donc et qui nous appartiennent. Mais alors, parce que c'est un peu compliqué ce sujet-là, là aussi, on va avoir une vidéo spécialisée sur ce sujet, donc on va expliquer tout ça en détail parce que c'est très compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui fait que, ok, c'est une image, c'est par exemple on a un vaisseau spatial, à quoi ça va me servir d'avoir un NFT de vaisseau spatial, par exemple pour ce qui est de Star Atlas, comme tu parlais du Play to Earn, est-ce que ça va avoir une utilité? Alors, je connais pas le jeu, mais je sais que suivant les jeux, il peut avoir des utilités, justement, avoir des certains avantages. Même des fois, on retrouve dans les jeux des systèmes de stacking, donc qu'on a dans les cryptos. Mais pour expliquer un peu à tout le monde, quoi, le stacking, c'est quoi? Pour faire simple, c'est comme un compte épargne à la banque, en fait. Vous allez poser telle somme et vous allez avoir un rendement dessus. Voilà, j'ai grossi le truc, mais réellement, vous bloquez une somme d'argent et vous allez trouver des récompenses. Là, vous ne bloquez pas une somme d'argent, vous bloquez le NFT. C'est ça, et là je vais rebondir sur ce que tu dis justement avec Star Atlas. Il y a effectivement la possibilité de connecter son portefeuille, on verra ça plus tard, mais tout ça pour dire que ton vaisseau effectivement te rapporte de l'argent. Donc tu lui prêtes ton vaisseau finalement et tous les jours il te ramène une certaine crypto-monnaie qui est l'Atlas et qui te permet de, comme tu dis, comme un compte en banque finalement, de Voilà. générer des intérêts. Tout à fait. Et en plus, donc si tu ne connais pas le jeu, c'est correct. Le vaisseau te permettra de jouer, c'est-à-dire qu'il va t'appartenir, ça va être ton vaisseau, et c'est avec ce vaisseau que tu vas pouvoir aller jouer ensuite dans le game, dans le jeu finalement. Et chaque vaisseau a des avantages À des plus spécificités, exacts. ouais, de vitesse, admettons, maniabilité, etc. Voilà, exactement. C'est ça. Et Bien, alors, voilà. parce que finalement, on pourrait n'importe qui s'y connaît un peu en informatique, en dessin, pourrait faire un dessin par lui-même et puis l'utiliser dans le jeu. Pourquoi, quelle est la spécificité d'un NFT en termes d'authenticité, en termes de pourquoi est-ce que si moi je possède un NFT, on ne pourra pas me le voler finalement? Tout simplement car c'est marqué dans la blockchain que cet NFT appartient à telle adresse de portefeuille. Et l'adresse de portefeuille, c'est qui, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est Mais unique. Ah oui, c'est unique. Je voulais aussi noter un point sur les NFT, c'est on garde son anonymat parce qu'en fait, c'est juste une adresse de portefeuille où est stocké le NFT. C'est pas marqué ce NFT appartient à Pierre-Paul Jacques, c'est marqué cet NFT appartient à l'adresse suivante et on ne sait pas c'est qui, quoi, tout simplement. D'accord. Et donc, Ouais. pour les artistes, finalement, c'est une excellente nouvelle d'avoir un NFT parce qu'avec les droits d'auteur, c'était assez compliqué de gérer pour eux. Par exemple, un artiste qui publie, un artiste numérique qui fait des œuvres graphiques, et puis qui publie ça sur Internet, ne serait-ce que pour faire sa publicité ou pour faire un vernissage, peu importe, n'importe qui peut le copier et c'est très difficile de savoir quel est l'original finalement. Donc, Ben, les de NFT, toute façon, les NFT on va répondent à dire. ce problème finalement. Ah oui, oui. Et avant les NFT, réellement, il n'y avait pas, on va dire, il y avait très peu de ventes d'œuvres numériques, justement, du ce problème-là de copier-coller, quoi, tout simplement. Les NFT
ça résout ce souci. Ouais. Puis les NFT ne résolvent pas que ce problème-là, mais ça, on va le voir ce week-end dans deux vidéos spéciales sur les NFT. Et vous allez voir que c'est tout un monde et tout un système et que c'est vraiment l'avenir. Donc, je vous conseille vraiment de rester avec nous pour savoir ça parce que vous allez apprendre énormément de choses, je pense. Pour notre part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebondir sur les grosses actualités de 2021-2022. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir? Alors, je ne vais pas forcément dire il y a telle actualité qui sort du lot, mais on peut voir que le Bitcoin et les cryptos en général, de plus en plus politiques, les entreprises aussi l'adoptent. On a vu que grosses entreprises l'adoptaient. Je crois que c'était pour du marketing ou vraiment pour l'utilisation. Là, je parle un peu de Tesla, qui a joué un peu sur le buzz, mais il y a certaines entreprises qui s'en servent vraiment, quoi. Et puis, il y a eu l'adoption des ETF en décembre 2020, si je ne m'abuse. Ouais, à la bourse. Donc, comme on a pu voir, du coup, sur ces dernières années, justement, comme le coin il est plus politique, les entreprises utilisent un peu plus les cryptos aussi. On a affaire, du coup, à la réglementation du domaine crypto. Donc, beaucoup le voient en mal. Moi, je pense sur le futur, c'est bon signe parce que tout simplement, ça veut dire que les gouvernements ils commencent à lasser et à trouver des solutions pour pouvoir l'utiliser dans notre vie de tous les jours, dans la société, quoi. Et puis, on a aussi Donc, de bonnes nouvelles. Oui, des bonnes nouvelles. On a aussi vu l'adoption du Bitcoin en septembre 2021 au Salvador. Oui. Ça, c'était carrément un pays. C'est une bonne nouvelle qu'un pays. Le premier pays vraiment à utiliser le Bitcoin au même statut je sais plus quelle monnaie ils avaient là-bas, mais au même statut que leur monnaie légale, quoi. Donc c'est énorme, hein. Ils ont mis un piédestal, on va dire, une monnaie fiduciaire numérique, hein. Il y a ça, et d'ailleurs, je rebondis, cette semaine, il y a eu aussi il y a une sénatrice au Mexique qui a parlé justement en bien de ce qu'ils ont fait le Salvador au niveau du Bitcoin, etc. Donc, ça a retrouvé sur Internet. Il y a aussi plusieurs États aux États-Unis. Je sais qu'il y a la Californie qui a un projet de légaliser le Bitcoin aussi en deuxième monnaie secondaire ou de faire recevoir le salaire aussi en Bitcoin. Il y a aussi le Colorado, il y a le Texas. J'allais en parler, oui. Réellement, il me semble qu'on va parler du Colorado. Colorado, réellement, on peut payer nos impôts. En crypto, après, je peux en Bitcoin sûrement, quoi, mais en crypto en général. Donc ça... Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, du coup, ça met un pied à l'étrier, quoi, de chaque citoyen un peu dans le monde des cryptos, parce que chacun d'entre eux, s'il veut, maintenant, il peut payer ses impôts au Colorado en crypto, quoi. C'est ça, donc du coup, ça vient vraiment, il y a une adoption majeure qui est en train de se faire. On a vu aussi que l'Ukraine, cet enregistrement est fait début mars. Alors, je ne sais pas où on en sera rendu au mois d'avril. En attendant, on vient de rentrer en guerre, donc ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais avant de rentrer en guerre, l'Ukraine avait aussi annoncé qu'elle se servait des crypto-monnaies assez… elle l'a légalisé, en fait, tout simplement, ce qui était interdit avant. Et là, au début de la guerre, malheureusement, mais au tout début, on voit que les gens font des appels aux dons en crypto-monnaie. Donc, c'est plus quelque chose qu'on met dans un coin, c'est quelque chose qui a une adoption majeure quand même. Et puis même, le fait que ça soit justement des bitcoins ou il me semble les trois cryptos qui peuvent recevoir, mais le fait que ça soit du bitcoin, de l'Ethereum ou de l'USDT, ça fait que globalement, les Russes, ils ne pourront pas bloquer les transactions, quoi, simplement. Donc en fait, ils ont des affaires à faire et ils le feront, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, si je résume un peu tout ce que tu nous as dit, ça veut dire que les crypto-monnaies, premièrement, il y a une adoption majeure dans le monde entier qui est en train de se faire. Et il y a des hypes de plus en plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on découvre au fur et à mesure que les technologies avancent, on découvre de nouvelles technologies qui viennent nous aider. Et troisièmement, ça a une utilité majeure et on le voit, on a vu avec ce qui s'est passé à Ottawa,
à Ottawa en janvier-février avec les convois de la liberté, où pareil, l'État du Canada avait bloqué, gelé carrément les comptes en banque des convoyeurs et de ceux qui donnaient des dons aux convoyeurs. Et du coup, ils sont passés par les crypto-monnaies pour résoudre le problème. Là, on voit qu'il y a la même chose. Ça a tout débloqué, exactement, ce qui a donné aussi des idées au reste du monde. Et là, on voit la même chose avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, où l'Ukraine fait des appels aux dons en crypto-monnaie. Donc, on est rendu, ce n'est plus quelque chose dans l'ombre, c'est plus quelque chose pour les criminels, c'est plus quelque chose pour blanchir de l'argent. On est vraiment rentré dans l'adoption majeure des crypto-monnaies aux yeux de tout le monde, finalement. Puis, on voit qu'il y a une utilité vraiment grandissante pour aider les peuples. Comment dire, c'est pas juste pour faire de l'argent, finalement, ça a une utilité pour les peuples opprimés. Ah oui, non, c'est faire sécurité en plus. En plus. Ok, et sinon, justement, ça me fait rebondir. Est-ce qu'il y a d'autres actualités ces prochaines années ou des événements importants à venir? Alors moi, je pense qu'il y a un secteur qui va surperformer dans les années à venir. Ça va être tout au Web 7, parce que c'est quand même une grosse évolution dans l'univers du web. Donc, pour simple, voilà, là, on a l'image. Donc, il y a eu le Web 1. Le Web 1, c'était plus des sites statiques, voilà. C'est-à-dire, pour faire simple, il n'y avait pas d'espace pour créer un compte ou faire une commande sur Internet. Pas d'espace client, d'espace pour tout ça. Ensuite, on a eu le Web 2, donc avec tout ce qui est Facebook, e-commerce, etc. En gros, l'utilisateur, donc nous, on pouvait directement interagir avec les sites Internet. Maintenant, dans le Web 3, on peut faire tout ça, mais en plus de ça, les informations, elles vont être vérifiables et sûres, parce qu'on l'a vu, quoi, il y a pas mal d'arnaques sur Internet. Web 3, déjà, va permettre d'une part une amélioration de l'anonymat et de la sûreté de nos données. Et puis aussi, avec certaines applications justement liées aux crypto-monnaies, on a aussi la possibilité de reprendre possession de, comme tu viens de dire, de nos données et du coup de pouvoir les vendre si on a envie de les vendre. C'est-à-dire qu'au lieu que des grosses sociétés comme Facebook, par exemple, se servent de nos données et puis gagnent des milliards de dollars avec nos données, on va pouvoir non seulement récupérer nos données et décider nous-mêmes savoir ce qu'on veut en faire, et si on veut les vendre, eh bien, ça va être très équilibré parce que du coup, ça va être un peu donnant-donnant dans le sens où la plateforme qui va les vendre pour nous touchera une petite commission, nous, on touchera une petite commission et puis éventuellement, par exemple, si je prends le cas de YouTube, par exemple, alors, ce n'est pas le cas pour YouTube, mais si on prend Theta TV, par exemple, ou Odyssée, qui sont déjà un petit peu des acteurs du Web 3.0, quand on fait une vidéo là-dessus, eh bien, la plateforme qui nous met en relation touche un peu de rémunération, mais la personne qui regarde la vidéo touche aussi un peu de rémunération, et la personne qui fait la vidéo touche aussi un peu de rémunération, dans le sens où, eh bien, on est tous indissociable. Je veux dire, sans l'un des trois, il n'y a rien qui marche. Donc, du coup, ça devient équitable pour tout le monde parce que sans le téléspectateur, il n'y aurait pas de vidéo et sans vidéo, il n'y aurait pas de téléspectateur et sans plateforme, il n'y aurait pas de ça non plus. Il y a, du coup, grosso modo, pour moi, le Web 3, ça remet on reprend la main sur nos données, tout simplement. Exactement. Pour le côté utilisateur, je parle. Oui, oui. Et puis, plus de sécurité, moins de corruption, plus de censure aussi. Plus de censure, puisque la décentralisation, et oui, tout à fait. On ne peut pas l'arrêter. Oui, oui, heureusement. Ça va changer, hein. On a hâte. Alors, est-ce que l'actualité, d'après toi, justement, a un impact sur le cours des cryptos, on va dire? Est-ce que, par exemple, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, ça peut influencer le cours des crypto-monnaies? Alors oui, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, quoi, ça a influencé, et même ça influence toujours. On peut voir sur les graphiques que ça les a même influencés au moment des prises de décision. Mais après, on peut pas dire que c'est ça pour toutes les actualités, en fait. Il y a, là, dans ce cas-là,
ça reste vraiment une actualité problématique. Réellement, réellement, je ne veux pas être pessimiste, mais tous les pays doivent un peu revoir leur façon de marcher. Et ça se ressent aussi dans les marchés, parce que même autant les pays comme les utilisateurs comme nous, on ne sait pas trop où on va aller, quoi. Donc, ça s'est ressenti. Et puis, Ça dépend vraiment de l'actualité, du ça contenu, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, je fais des crypto-monnaies depuis 2012, donc j'ai vraiment pu voir ces 10 dernières années ce qui s'était passé. Et je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il y a certaines actualités qu'on peut prévoir à l'avance. Par exemple, on sait longtemps à l'avance si les banques fédérales vont faire tel ou tel mouvement, des choses comme ça. Et puis l'actualité ponctuelle, elle a un impact effectivement, comme sur les marchés traditionnels, mais sur un court laps de temps. Je trouve que c'est un 24, 48, 72 heures max. Puis après, ça a tendance à rebondir. Contrairement au marché traditionnel, j'ai envie de dire que si on prend le cas de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, là par exemple, oui, ça a eu un impact, mais très court, hein, parce que là, on est déjà rendu 4 ou 5 jours après le début de la guerre et on a déjà un rebond. Mais pourquoi il y a ce rebond selon moi? Tu vas me donner ton avis, mais je pense que contrairement au marché traditionnel où on ne sait pas forcément où on va, comme on l'a déjà dit plein de fois dans cette vidéo, les cryptos, malheureusement, au détriment de pauvres victimes, ont été mises en avant. Donc, du coup, plus ils essayent finalement de le bannir et de le mettre de côté, plus les cryptos prennent de la force. Ils se rendent compte que c'est pas possible aussi, tout simplement. Hein. Mm. Tout est dans la décentralisation, en fait. Exactement, exactement, Mm. exactement. Eh bien, écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup pour cette interview. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par l'actualité que met en avant Jérôme, je vais vous remettre donc son Twitter. Vous pouvez le trouver donc sur, on dit Coinlist ou Coinalist? Coinalist. Ou Coinalist. Coinlist, en vrai, Ok. Est-ce au bon vous semble. ça vient de quelque part? Pourquoi ce nom? Non, en fait, j'avais envie d'un nom qui allait rappeler l'esprit crypto et aussi journaliste. Du coup, D'accord. le coin de l'idée vraiment de la pièce de monnaie, quoi, et Aliste qui est la fin de journaliste. Beau jeu de mots, c'est Voilà. très bien, parfait. Mais écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup Merci. pour ton temps, en tout cas. Et puis, je te souhaite bonne chance et j'espère que vous allez tous aller directement sur Twitter, vous abonner pour avoir les dernières actualités et vous tenir informés de l'actualité dans les cryptos, finalement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, par exemple? Mais j'allais te remercier de l'invitation et j'allais être présent pendant les 2 prochains jours pour voir un peu la suite de l'événement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je compte vraiment sur vous, les téléspectateurs, pour aller vous abonner à sa chaîne et encourager Jérôme, qui fait un travail vraiment formidable, un travail de recherche énorme. Et vous avez de l'actualité de qualité avec lui parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, d'ailleurs, Jérôme. Et un grand merci à toi. Merci. Au revoir. Merci. Passe une bonne journée. Bye.